à tous et bienvenue dans Le Livre à tout prix, l'émission où les livres montent sur le podium et les lecteurs tranchent. Ce soir, 6 candidates passionnées ont 4 minutes chacun pour vous convaincre que leur livre est le meilleur à découvrir. Au programme, des coups de cœur, des récits étonnants, des classiques revisités ou des pépites méconnues. Et à la fin de l'émission, vous voterez pour celui qui vous donne le plus envie de plonger dedans. Le principe, c'est simple. Chacun passe à tour de rôle pour présenter son livre en solo. Pas de débat, pas d'interruption, juste 4 minutes pour briller. Alors ouvrez grand vos oreilles et vos esprits. Prêt, lecture, partez. Aujourd'hui, je vais vous présenter Orgueil et préjugés de Jane Austen. Jane Austen est née le 16 décembre 1775 en Angleterre, dans une famille de la petite noblesse. Elle a grandi dans un milieu lettré et a commencé à écrire dès son adolescence. Elle n'a jamais été mariée, ce qui lui a permis de consacrer sa vie à l'écriture. Ses romans, souvent ironiques et fins, décrivent la vie des femmes et des classes moyennes ou supérieures de son époque. Elle est surtout connue pour ses 6 romans, dont Orgueil et préjugés, qui reste très populaire aujourd'hui. Elle est décédée à 41 ans en 1817. Dans ce roman, Jane Austen voulait critiquer les normes sociales et les mariages arrangés, basés sur l'argent et le statut social. Elle met en avant l'importance des sentiments et de la réflexion personnelle dans le choix d'un partenaire. En mettant en avant le personnage d'Elizabeth Bennet, elle met l'accent sur la valeur de l'intelligence, de son esprit critique et du courage de défendre ses convictions, même face aux attentes sociétales. Le titre de l'œuvre, Orgueil et préjugés, fait référence tant à l'orgueil de M. Darcy, propriétaire de Pemberley, qu'aux préjugés qu'Elizabeth a pu nourrir à l'égard de M. Darcy. Le récit repose principalement sur des rencontres grâce au bal organisé, mais également sur des échanges qui sont souvent influencés par le statut social des différents personnages. Jane Austen Jane et Elizabeth sont les figures les plus raisonnables et réfléchies de la fratrie. Jane incarne la douceur, la modestie et une bienveillance constante, tandis qu'Elizabeth se distingue par son intelligence vive, son esprit critique et son indépendance d'esprit. Toutes deux ont été influencées par un certain sens moral et une éducation plus solide, sans doute due à leur proximité avec leur père, M. Bennet, qui privilégie l'intelligence et la raison. En revanche, Marie, Kitty et Lydia illustrent les défauts d'une éducation négligée. Marie est pédante et prétentieuse, se réfugiant dans des démonstrations intellectuelles sans vraie profondeur. Kitty et Lydia, quant à elles, sont superficielles, frivoles et obsédées par les officiers et les bals. Lydia, la plus jeune, pousse ses défauts à l'extrême en fuyant avec Wickham, mettant en péril la réputation de toute la famille. Lors de ma lecture d'Orgueil et préjugés de Jane Austen, j'ai été particulièrement touchée par l'évolution des 2 personnages principaux. M. Darcy et Elizabeth apprennent à se remettre en question au fil des événements, abandonnant peu à peu leurs défauts initiaux. Leur transformation rend leur relation finale d'autant plus sincère et équilibrée, marquée par une véritable entente. J'ai aussi admiré la manière dont Elizabeth défend ses convictions. Elle refuse de se plier aux attentes sociétales en matière de mariage et rejette toute union fondée sur l'intérêt, comme le montre bien le passage où M. Collins lui fait sa déclaration. Ce qu'elle recherche, c'est une relation sincère, guidée par les sentiments. Pour elle, le véritable bonheur réside dans l'amour et non dans la richesse ou le statut. Par ailleurs, au fur et à mesure de l'histoire, nous lecteurs devenons attachés à certains personnages au point de ressentir leurs émotions. Jane Austen dépeint la société anglaise du début du XIXe siècle, notamment les mœurs, les mariages arrangés et les jeux de pouvoir et de statut. La Bruyère, dans les caractères, dresse des portraits de personnages dont le but est de représenter au mieux la société française du XVIIe siècle et ses travers. Tous deux font ressortir des traits de caractère associés aux personnages tels que l'orgueil, la vanité, l'hypocrisie. Austen et la Bruyère utilisent l'ironie pour critiquer les conventions sociales, Austen à travers le dialogue et les situations romanesques, et la Bruyère par le biais de portraits satiriques. Les 2 écrivains ne se limitent pas à l'observation et cherchent à inciter le lecteur à réfléchir sur les comportements humains tout en corrigeant les mœurs par le rire, ce qui confère à leurs œuvres un caractère de comédie sociale. Mesdames et messieurs, préparez-vous à découvrir un livre culte, un mélange de luxe, d'amour et de critique sociale. Je vous présente Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald. Imaginez les années 20 aux États-Unis, une époque de fêtes folles, de jazz, de richesse. Et au milieu de tout ça, Jake Gatsby, un homme mystérieux, incroyablement riche, qui organise chaque week-end des fêtes gigantesques dans son immense maison. Tout le monde vient, sans même le connaître. Mais pourquoi fait-il tout ça ? La vérité, c'est que Gatsby n'organise pas ses fêtes pour s'amuser.
Il le fait pour une seule raison, retrouver Daisy, la femme qu'il aime depuis 5 ans. Elle habite juste en face de chez lui, mais elle est mariée à un autre. Ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est d'abord le personnage de Gatsby. On pourrait croire que c'est juste un riche parmi tant d'autres, mais en réalité, c'est un homme plein d'espoir, prêt à tout pour réaliser son rêve. Il est touchant, sincère et en même temps tragique. J'ai aussi beaucoup aimé l'ambiance du roman, les fêtes, les voitures, les costumes, on est totalement plongé dans cette époque. Mais derrière tout ce luxe, on sent une vraie solitude, une vraie tristesse. Gatsby est entouré de monde, mais il est seul. Surtout, ce livre m'a fait réfléchir. Il montre que les rêves peuvent nous aveugler. Gatsby croit qu'il peut tout reconstruire, même le passé. Il pense qu'avec assez d'argent, il pourra tout rattraper, mais la réalité est bien plus cruelle. Et c'est là qu'on voit que Gatsby le Magnifique est une véritable comédie sociale. Fitzgerald critique la société de son époque et surtout les classes sociales. D'un côté, on a les riches de naissance, comme Tom et Daisy, et ils sont arrogants, égoïstes et ils se croient supérieurs. De l'autre, il y a Gatsby. Il est devenu riche par lui-même, mais il n'est jamais vraiment accepté dans leur monde. Ce roman montre bien que l'argent ne suffit pas à franchir les barrières sociales. Peu importe combien Gatsby possède, il reste un outsider. Et quand les choses tournent mal, les vrais riches, entre guillemets, eux, s'en sortent jamais sans se remettre... sans jamais se remettre en question. Et c'est ça, c'est une vraie critique sociale. On rit parfois dans le roman, on admire les belles choses, mais en réalité, on nous montre une société vide, fausse, où les apparences sont plus importantes que les sentiments. Pour moi, Gatsby le Magnifique est un roman brillant. Il nous fait rêver, puis il nous réveille. Il nous parle d'amour, de rêve, de société, d'inégalité. Il le fait avec beaucoup de style. Alors, si vous aimez les histoires fortes, les personnages profonds et les critiques sociales bien écrites, ce livre est fait pour vous. Je vais vous présenter L'Argent d'Émile Zola, qui est le 18e tome des Rougon-Macquart et qui est publié en 1891. Dans L'Argent, Zola s'intéresse au monde de la finance et de la bourse à Paris. Le personnage principal, Saccard, est un homme très ambitieux qui crée une banque pour spéculer sur des projets à l'étranger. Il attire beaucoup d'investisseurs, mais tout est fondé sur la manipulation et le mensonge. Et petit à petit, cela mène à l'effondrement de tout le système. À travers cette histoire, Zola critique violemment le pouvoir de l'argent, la corruption, l'aveuglement des gens attirés par l'illusion de la richesse. Il montre aussi les grandes inégalités sociales. Certains s'enrichissent sans limite pendant que d'autres perdent tout. Il y a des personnages marquants, comme Caroline, qui représente la lucidité et la morale, ou Gunderman, un banquier très riche, qui incarne un capitalisme plus froid, mais plus rentable. Enfin, Zola utilise un style très précis, très documenté, avec des descriptions riches pour plonger le lecteur dans un monde brutal de l'argent et de pouvoir. Comme dans d'autres romans des Rougon-Macquart, il veut dénoncer les travers de la société, ici liés à la finance. Personnellement, j'ai trouvé ce roman très fort et impressionnant, même s'il est parfois dense à lire. Il décrit très bien les mécanismes de la finance et nous pousse à réfléchir sur notre notion et notre rapport à l'argent. J'ai aimé le contraste entre les personnages et la manière dont Zola dénonce une société prête à tout pour s'enrichir. C'est un livre qui reste très cru et actuel, car il montre que l'argent peut dominer et détruire les vies. Mesdames, Messieurs, laissez-moi vous emmener dans l'aristocratie du XVIIIe siècle, là où les lettres sont les armes et la séduction un jeu de pouvoir. Je vous parle d'un chef-d'œuvre, Les Liaisons dangereuses de Chauderle de Laclos, publié en 1892. Ce livre est composé de 175 lettres échangées entre plusieurs personnages, principalement le vicomte de Valmont, la marquise de Merteuil, Madame de Tourvel et Cécile Volanges.
La marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont sont deux aristocrates manipulateurs qui se livrent à un jeu cruel de séduction et de vengeance. Leur objectif, c'est d'utiliser l'amour et les sentiments des autres pour satisfaire leur orgueil et leur soif de pouvoir. À travers cette intrigue, le roman dépeint une société corrompue où les apparences et l'hypocrisie et la manipulation règnent. Donc, tout d'abord, la marquise de Merteuil veut se venger de son ancien amant. Elle demande au vicomte de Valmont de corrompre Cécile de Volanges, qui lui, dans un même temps, veut séduire Madame de Tourvel. Une fois réussi, il jette la Madame de Tourvel et continue d'essayer de séduire Cécile de Volanges, qui, dans un même temps, elle veut séduire Monsieur Danceny. Au final, les deux alliés deviennent rivaux. Merteuil dénonce Valmont à Danceny. Enfin, il le tue. Avant qu'il le tue, le marquis de Valmont prouve lui à son tour que Merteuil est complice. Et Madame de Tourvel meurt de chagrin et Cécile retourne au couvent. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est le fait que c'est construit sous une forme de roman épistolaire. Nous avons l'impression de faire partie du livre, nous rentrons dans l'intimité et on découvre les secrets des personnages, donc on peut se ressentir complice. De plus, on ne peut pas s'empêcher d'être fasciné par les personnages, malgré qu'on puisse les trouver détestables. Par exemple, la marquise de Merteuil est manipulatrice, cruelle, mais en même temps, elle est intelligente, indépendante, et elle refuse de se soumettre à ce qu'on attend des femmes à son époque. Elle se bat avec pour seule arme qu'on lui laisse les mots et la ruse. J'ai aussi été surpris par la modernité du livre, malgré qu'il date du XVIIIe siècle. Il parle de choses qui nous concernent encore aujourd'hui, les apparences, le jugement social, les relations toxiques et les manipulations émotionnelles. C'est un livre qui pousse à réfléchir. Enfin, on peut faire un lien avec la comédie sociale, parce que ce roman est tragique et critique brillamment les faux-semblants de la haute société. Il met en scène une élite qui s'ennuie, qui joue avec les sentiments des autres pour se divertir, et qui se détruit elle-même par excès de manipulation. La Clos dénonce une société où tout est un théâtre. On joue un rôle, on écrit des lettres comme on monte une pièce, et tout cela pour garder sa place ou sa supériorité. En fait, les liaisons dangereuses, c'est la comédie sociale poussée à l'extrême. Les personnages semblent respectables en public, mais en réalité, ils sont tous corrompus. Les codes sociaux sont donc tournés en dérision. Si vous aimez les intrigues, la psychologie et les jeux de pouvoir, et si vous voulez découvrir comment détruire la vie de personnes avec des simples mots, alors ce livre est fait pour vous. Et si réussir dans la vie, c'était juste une question de séduction, de pouvoir et d'apparence? C'est ce que nous montre Maupassant dans Belle Amie, un roman qu'on a adoré lire. Parce que oui, ce roman nous a à la fois surpris, amusés et un peu dégoûtés parfois. Mais surtout, il nous a fait réfléchir sur notre monde. Et il entre parfaitement dans notre séquence sur la comédie sociale, en dévoilant avec ironie les travers de la société. Donc ce livre est l'œuvre de Guy de Maupassant, un écrivain réaliste en effet qui était le disciple de Flaubert. Donc Maupassant a aussi été journaliste et fonctionnaire au ministère de l'Instruction publique. C'était un écrivain célèbre qui a été reçu dans les salons de la haute société parisienne. Il est né en Normandie le 5 août 1850 et mort le 6 juillet 1893 à Paris. Donc ses œuvres les plus connues, donc c'était une nouvelle appelée Boule de Suif, parue en 1880, et son premier roman Une vie en 1883. Mais Belle Amie donc, restera son roman le plus célèbre, et celui-ci est paru en 1885. Donc dans Belle Amie, nous suivons le parcours de Georges Duroy, un ancien militaire en Algérie qui se retrouve dans Paris et hier en cherchant désespérément le moyen d'y réussir. Il rencontre par hasard un camarade de régiment Forestier qui le lance dans le journalisme en le faisant entrer à la vie française où il occupe un poste de dirigeant de la politique. Animé par une volonté farouche de réussite, Duroy ne recule devant rien et use de la séduction pour se faire apprécier des femmes mondaines de Paris et assurer son ascension sociale, qui commence donc tout d'abord, nous l'avons dit précédemment, par la rencontre avec Forestier et son entrée à la vie française. Donc il effectue un dîner pour rencontrer
le patron, Monsieur Walter. Il rencontre aussi donc, la femme de son patron, Monsieur Walter, Madame Forestier et Madame de Marelle. Et donc, durant ce dîner, Georges Duroy va tomber sous le charme de Madame Forestier. Il est donc engagé comme reporter pour 200 francs par mois. Donc, ce métier ne lui permet pas d'être riche, même si il lui ouvre les portes des soirées parisiennes et des mondes du théâtre et de la politique. Ensuite, Bel-Ami va devenir l'amant de Madame de Marelle, mais alors qu'il est au théâtre avec Madame de Marelle, il va rencontrer Rachel, une prostituée avec laquelle il continuait d'avoir une liaison. Et Madame de Marelle va faire un scandale et le renvoyer. Donc s'ensuivra une période difficile où il va manquer d'argent et il projettera de devenir l'amant de Madame Forestier, mais celle-ci va le refuser. Ensuite, donc, Duroy se fait rapidement apprécier de Madame Walter. Il est nommé chef des Échos, il se réconcilie avec Madame de Marelle et rencontre son mari, donc il commence à devenir apprécié. Forestier va mourir des suites d'une maladie des poumons et donc Duroy va pouvoir épouser Madame Forestier en prenant un nom un peu plus bourgeois, Duroy de Cantel. Donc ce mariage lui permet d'avoir la vie de bourgeois dont il rêve et de reprendre les fonctions de Forestier. Et ensuite, donc, Duroy séduit Madame Walter, à qui il fait une déclaration, même si celle-ci est très pieuse et au départ ne veut pas céder aux avances de Duroy, elle finit par céder et il va devenir son amant, donc uniquement par intérêt. Laroche-Mathieu devient ministre des Affaires étrangères et Duroy devient son porte-parole. Laroche-Mathieu va lui faire croire que la conquête du Maroc n'a pas lieu afin que ce soit Walter qui puisse s'emparer de la fortune. Entre-temps, le vieil et riche ami de la femme de Duroy va mourir et lui léguer sa fortune, 1 million de francs. Et donc Duroy va être jaloux et manipuler sa femme pour qu'elle lui cède la moitié de l'héritage. Et donc ainsi, il va empocher 500 000 francs. Et le couple Duroy va devenir millionnaire. Ensuite, Duroy séduit Suzanne, la jolie fille de Madame Walter, et lui fait une déclaration. Parce qu'il est jaloux de la fortune des Walter qui se sont enrichis grâce à la conquête du Maroc dont lui avait fait croire qu'elle n'aurait pas lieu. Et il va soupçonner sa femme d'adultère et la suit à l'aide d'un commissaire de police. Il la découvre en flagrant délit d'adultère, ce qui lui permet de divorcer d'elle et d'enlever Suzanne pour l'épouser. Et donc à la fin, on voit Duroy qui triomphe et qui épouse Suzanne et devient encore plus riche. Ce qui nous a frappé, c'est le personnage de Duroy. Il est odieux, manipulateur, et pourtant, il réussit. C'est ce contraste qui est fascinant. Personnellement, j'ai aimé le lire comme un anti-héros moderne. Il n'a pas de morale, mais il sait parfaitement jouer les codes sociaux. C'est un personnage de comédie dans un monde très sérieux. Et ce qui m'a plu également, c'est qu'il ne fait que révéler l'hypocrisie générale. Chacun joue un rôle, fait semblant, se vend. On rit jaune, mais on rit quand même, parce que tout ça est très bien observé. Ce roman est une véritable comédie sociale. Il met en scène la société comme un théâtre où tout le monde joue un rôle pour être bien vu, bien placé, bien payé. Maupassant utilise beaucoup l'ironie, les contrastes, les dialogues brillants. Comme dans une pièce de théâtre, on se moque des journalistes vendus, des bourgeois hypocrites, des femmes enfermées dans leur rôle. Tout est exagéré mais crédible. On retrouve tous les ingrédients de la comédie sociale, la satire des classes supérieures, les jeux de pouvoir, le ridicule des conventions sociales, et surtout cette idée que le monde est une sorte de scène où il faut briller. Finalement, Duroy est un acteur parfait. Il n'a ni talent ni morale, mais il sait exactement comment plaire, mentir, s'adapter. C'est ça le message ironique du roman. Le succès ne récompense pas la vertu, mais la performance. Moi aussi, j'ai été écœurée par le personnage de Georges Duroy en raison de sa soif de richesse qui l'a poussé à séduire des femmes uniquement par intérêt, puis à les rejeter et à leur briser le cœur dès qu'il n'avait plus besoin d'elles. Et donc, tout au long du livre, j'ai été scandalisée par son absence de morale. De plus, aucun mérite ne justifie son ascension sociale puisque c'était sa femme qui écrivait ces articles qui lui ont apporté la gloire. J'ai été néanmoins touchée par le personnage de Madame Walter parce qu'elle aimait sincèrement Duroy alors que celui-ci ne la gardait auprès de lui que par soif de richesse. Or, elle a renoncé à sa piété et à un peu sa vertu à cause de son amour pour lui. Et lorsqu'il enlève sa fille pour l'épouser, elle perd la tête et tombe dans une dévotion extrême, ce qui va faire ressentir beaucoup de pitié pour elle.
Donc on a vraiment aimé ce livre parce qu'il est à la fois divertissant et profond. L'histoire est prenante, les rebondissements nombreux et on a envie de savoir jusqu'où du roi va aller. Et surtout, on a aimé le ton de Maupassant. Il observe le monde avec un regard lucide, parfois cruel, mais toujours intelligent. Il nous pousse à voir derrière les apparences. C'est un roman qui donne envie de réfléchir, mais aussi de comparer avec notre époque. Parce que finalement, les du roi modernes existent encore. Dans les médias, en politique, sur les réseaux sociaux. Comme l'a dit Anne-Gabrielle, donc les rebondissements dans le livre sont nombreux et ça rend l'ascension sociale de Duroy plutôt fascinante. Et ce livre m'a fait passer par beaucoup d'émotions, notamment l'indignation devant le cynisme du personnage principal et la façon dont il traitait les femmes. J'ai trouvé le style de Maupassant très captivant et j'ai aimé le message qu'il a délivré. Une critique acerbe d'une société où on ne recule devant rien pour réussir. Et de plus, ce message trouve aussi des échos dans le monde d'aujourd'hui. Pour conclure, Belle Amie, c'est une comédie sociale grinçante qui nous fait rire, nous agace et nous éclaire sur notre propre monde. Alors, si vous aimez les personnages ambigus, les critiques sociales fines et les histoires bien construites, ce livre est fait pour vous. À votre tour maintenant de décider si Georges Duroy mérite votre vote. J'invite Alia à dire pour quel livre elle a souhaité voter. J'ai bien aimé le livre Les liaisons dangereuses que Pauline a présenté, puisque au contraire du livre Orgueil et préjugés, cela présente une fin plutôt tragique, contrairement à Orgueil et préjugés qui présente une fin heureuse. Quant à moi, j'aimerais voter pour le livre Belle Amie parce qu'il m'a semblé très intéressant, surtout en lien avec. Il me semble très moderne et les comparaisons avec la société d'aujourd'hui, c'était chouette. Donc ça m'a donné envie de lire votre livre. Moi aussi, j'aimerais bien voter pour le livre Belle Amie parce que j'ai beaucoup aimé votre présentation. Elle était détaillée et facile à comprendre. Donc le livre Belle Amie me tente. Ça a l'air d'être un livre assez sympathique à lire. Moi, je vais plutôt rejoindre le vote d'Alia et voter pour le livre de Pauline parce que j'aime beaucoup j'ai bien aimé la présentation tout d'abord et aussi la présentation, le livre comme il est en forme épistolaire, ça m'intéresserait beaucoup de lire ce livre. Et moi, je vais rejoindre Suzanne, je vais voter pour les livres Les liaisons dangereuses de Pauline parce que je trouve ça plutôt original d'avoir un roman épistolaire et on n'en lit pas souvent, donc je pense que c'est une bonne expérience à faire. Donc la gagnante de ce jeu, c'est Pauline avec son livre Les liaisons dangereuses qui a rassemblé le plus de votes. Bravo Pauline.